Pierre Rabhi, je suis très heureuse devant vos amis réunis de vous remettre dans quelques instants les insignes de chevalier dans l'ordre de la Légion d'honneur. Cette nomination date de 2001. C'est Guy Asquette, secrétaire d'État à l'économie solidaire, qui avait proposé votre nomination. Donc je lui rends ce que je lui dois. Mais vous vous méfiez des médailles. Donc vous avez beaucoup réfléchi. Et grâce à cette réflexion, c'est moi qui ai le plaisir et l'honneur de vous la remettre. Merci de me faire ce cadeau. Je suis très très touché. Au moment de repasser les heures et les jours qui ont fait jusqu'ici votre vie et votre chemin, j'ai eu le même scrupule qu'on aurait à déraciner un arbre. Car tant de fils différents ont tissé votre parcours, tant de racines variées ont façonné votre existence, que l'on ne peut résumer ou diviser des blocs de sens. Toute votre vie vous a façonné en quête d'un sens plus grand que vous avez trouvé et surtout que vous avez su propager et faire partager. Votre jeunesse en Algérie a été le prélude à un émerveillement de la terre. Vous avez grandi dans une oasis du Sud, puis à Oran. À peine devenu ouvrier, vous refusez cette servitude volontaire et vous nourrissez alors le songe de devenir agriculteur. Car comme vous le dites, l'agriculteur travaille à la cadence des saisons et non à celle des machines. Vous dites aussi l'agriculteur installe une concorde entre la terre et lui-même. Il façonne la vie, il n'asservit rien. Il est libre en se pliant aux lois de la nature. Et surtout, il distingue le sens authentique des choses. Il est l'ouvrier d'un processus éternel, fragile, recommencé. Il dessine justement cet accord vrai entre son être et l'existence qu'il mène. Précurseur dès 1960, vous voilà tous deux en Ardèche, alors avant que cela ne devienne tendance. Bien avant les autres, et dans une époque, les 30 Glorieuses, où bien peu se souciaient de la nature. Vous comprenez immédiatement la nécessité d'une agriculture différente, et à travers l'élevage caprin, vous inventez ou même réinventez une agriculture respectueuse, durable, qui, loin d'être un retour, est aussi en même temps une voie d'avenir. Sans tapage ni tumulte à votre façon, avec humanisme et humilité, vous voilà devenu un pionnier. Et en même temps, vous semez dans vos champs d'Ardèche, vous fertilisez aussi les consciences. Ça a toujours été votre préoccupation d'ailleurs. Les semences mettent 1 ou 2 saisons à germer, les consciences, cela prend beaucoup plus de temps et demande sans doute beaucoup plus d'efforts et rencontre plus de résistance même. Mais dès le départ, et avec la même attitude de douceur et de conviction que vous mettez à vos champs, vous ne refusez pas cette vocation d'être un paysan des mentalités et un laboureur d'espoir. Car peu à peu, vos idées cheminent. Vous traversez dans l'autre sens la Méditerranée. Et là encore, vous comprenez qu'une part formidable du destin de notre planète se joue désormais en Afrique, un continent que je connais bien et au-dessus duquel j'ai tiré depuis longtemps les mêmes conclusions que vous. Vous créez le premier centre d'agroécologie du continent, à Gorom-Gorom, au Burkina Faso, en 1985. Et je peux vous dire qu'à présent, ce sont des dizaines de ministres de gouvernement d'humanitaire qui considèrent maintenant, bien après vous, l'agroécologie comme une nécessité vitale. Vous aviez semé des idées, elles ont fertilisé l'Afrique entière. L'association Les Amis de Pierre Rabhi, rebaptisée Terre et Humanisme, dit bien quel est votre combat, celui d'un humanisme qui veut sauver notre espèce de ses penchants suicidaires, de sa pente au malheur, de son goût déraisonnable, de la maîtrise et de la servitude. Vous êtes devenu une conscience pour beaucoup de Français, tous en tout cas qui ne sont pas indifférents au ravage et au carnage. Je suis attentive à cet instant devant vos amis, car votre parcours, votre chemin, tout suggère que vous refusiez les honneurs et la lumière. Et pourtant, vous le méritez tellement. Ça nous veut du bien aussi, en plus. Vous ne croyez pas aux richesses des hommes, ni aux couronnes des princes. Vous ne croyez qu'en la beauté du monde et la vraie noblesse des hommes. Alors Pascal disait qu'il y a 2 sortes de grandeur. J'ai pensé à vous en lisant cette phrase. La grandeur naturelle, c'est celle des vertus humaines, le courage, la générosité, la sagesse, et puis de la distinguer de la grandeur d'établissement. La grandeur d'établissement, c'est la grandeur des titres et des médailles. Alors vous qui avez déjà acquis la grandeur de la nature, je suis heureuse, au nom de la République,
de vous faire un grand établissement. D'abord, je remercie tous mes amis qui sont là. Je suis vraiment très touché de cette présence qui m'honore et qui m'encourage. Parce qu'au point où on en est, l'encouragement est absolument indispensable, sinon on retourne à sa petite personne du Pierre Rabhi, 51 kilos tout mouillé, et qui n'a pas toujours, c'est pas toujours facile, disons, d'être dans cette démarche que je n'appelle pas combat, parce que je n'aime pas le combat, mais c'est simplement dans une démarche qui tente de trouver la vérité et tente de faire de l'existence quelque chose de positif pour l'histoire et pour ses semblables et pour les enfants qui y arrivent et pour toute cette humanité qui est aujourd'hui, à mon avis, en désarroi. Il n'y a qu'à regarder les informations, il n'y a qu'à regarder le contexte général pour se rendre compte qu'il y a un énorme désarroi par rapport à la suite de l'histoire. C'est comme si nous étions pris dans une espèce de fatalité qui fait que le contrôle sur l'histoire devient extrêmement difficile. Comment l'orienter? La géopolitique met bien en évidence qu'il y a une forme d'incohérence et que le but que devrait se donner l'humanité pour enfin, comme disait Théard de Chardin, passer par l'humanisation, c'est-à-dire que l'humanité se reconnaisse entre elles sans ces divisions qui aujourd'hui sont les sujets de conflits et de réactions violentes. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on donne beaucoup plus d'importance à la violence qu'à autre chose. Quand on voit ce que nous consacrons aux armements et à la destruction, c'est quand même il est bien évident que la conscience collective des sociétés ne sont pas en phase avec la réalité de la vie. D'un côté, on détruit la vie, donc l'écologie, c'est pour ça que l'écologie que vous représentez au plan national se justifie parfaitement. Et de l'autre côté, évidemment, comme une sorte d'aveuglement par rapport à ce que nous devrions être en termes d'évolution. Or, les plus grandes souffrances que subit l'être humain aujourd'hui sont dues à l'être humain. Elles ne sont pas dues à la nature. On a souvent accusé la nature d'être ceci, cela. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire qu'on rentrons dans une compréhension. Souvent, on évoque la loi de la jungle, par exemple. On vous dit, les humains, on va chercher des exemples de la loi de la jungle pour justifier nos malfaisances. Ce n'est pas vrai. Je dis souvent, quand un lion mange une antilope, il digère son antilope, mais il n'a pas de banque d'antilopes ni d'entrepôt d'antilopes pour vendre aux copains. C'est-à-dire que nous sommes dans la loi de la vie qui se donne à la vie. Et tant qu'on est dans cette loi de la vie qui se donne à la vie, on est dans ce qui est juste. Le problème aujourd'hui, c'est que nous sortons de ces lois-là pour imaginer, pour au contraire exacerber les antagonismes, et ces antagonismes aboutissent aujourd'hui à ce que l'humanité s'inflige le malheur. L'autre élément aussi, c'est qu'il faudrait que dans l'éducation des enfants, on supprime la dualité et la compétitivité. Pourquoi ne pas éduquer les enfants dans la solidarité au lieu de les éduquer dans la compétitivité? Ça, j'ai toujours redouté le fait qu'on puisse donner une valeur à un enfant par rapport à un autre, sous prétexte qu'il faut évidemment cette compétitivité qui aboutirait à un adulte discipliné et toujours dans cette même énergie de compétitivité qui fait qu'on n'arrive pas à résoudre le problème. La nature, bien entendu, soumise, terriblement malmenée. Aujourd'hui, par exemple, nous sommes en train de réaliser que, par exemple, les semences indispensables à la perpétuation humaine ont déjà disparu à raison de 3/4, ce qui veut dire qu'on va s'acheminer vers une pénurie de ces semences qui sont indispensables à la continuité. Alors la liste serait longue de toutes les exactions et les éléments qui sont... Alors après, on se dit, mais
Pourquoi en sommes-nous arrivés là? Alors, est-ce qu'il y a une explication? Je ne sais pas s'il y a une explication. Moi, ce dont je me souviens, c'est qu'à l'école, par exemple, on n'arrêtait pas de nous... il fallait qu'on apprenne la date des victoires, hein, des guerres et des victoires. Et moi, comme je n'avais pas beaucoup de mémoire des victoires, alors il fallait que j'apprenne qu'à tel moment, il y a eu la guerre de ceci, la guerre de cela. Mais pourquoi gaver les enfants de ces exactions en les enjolivant? En fait, en faisant, en les esthétisant. Alors, on n'est pas sorti de tout ça, et quand on voit ce qui est consacré à la destruction, aux armements, par rapport à ce qui est consacré à la réhabilitation de la vie, eh ben, on est terrifié. Toute notre action, pour ce qui concerne, vous avez donc cité les actions que nous avons pu mener, ben, nous n'avons pas l'intention de nous arrêter en si bon chemin, puisqu'aujourd'hui, il y a quand même une reconnaissance du fait que ce que nous avons proposé depuis quelques années, à savoir une approche écologique de la vie, en particulier avec ce qu'on appelle l'agroécologie, qui en fait propose à l'humanité de se nourrir non pas en détruisant, mais de se nourrir en préservant, et même en réhabilitant. Nous avons fait toutes ces expériences-là. Nous avons aussi géré, j'ai fait une expérience sahélienne, où nous avons même créé un centre de formation à l'agroécologie. Nous avons donc démontré un peu partout que des solutions réalistes existent. Alors aujourd'hui, on est dans une espèce de carrefour. Alors chacun de nous passe par son propre carrefour. Il y a le carrefour général, c'est-à-dire l'humanité, où va-t-elle, quels sont les chemins, etc. Et puis quand on focalise et on restreint à soi-même, c'est de savoir quelle est la place que l'on peut prendre pour être encore utile à une évolution positive. Eh bien, ce qui se confirme absolument, c'est que si nous ne prenons pas en compte la nature dans ses lois absolues, nous mourrons, c'est tout. Donc on essaye de trouver l'énergie de la vie elle-même qui nous permet finalement d'avoir l'énergie pour faire. Alors c'est cette énergie de la vie qui permet finalement de poursuivre. Et pour conclure, je vous remercie vraiment infiniment, je remercie tous mes amis, et moi je n'ai pas l'intention de démissionner. Je cherche des moyens financiers objectivement parce qu'il faut que nous ayons des moyens financiers pour élargir notre action. Donc tout ça est bien au point si Dieu me prête vie. Merci beaucoup.